Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment mettre en place une structure monorepo grâce à l'utilisation des workspaces PNPM. Donc avant de nous lancer, il est important de comprendre la problématique que l'on cherche à résoudre. Donc typiquement dans une entreprise, ce qui peut se passer, c'est qu'on a plusieurs équipes qui travaillent sur des produits différents. Mais ces produits ont besoin de partager des librairies en commun. Typiquement, on a une librairie de composants qui forme un design system que l'on veut utiliser pour notre produit 1 et notre produit 2. Donc la première approche, c'est tout simplement de créer 3 dépôts, un dépôt pour le produit 1, un dépôt pour le produit 2 et un dépôt pour le design system. Le problème de cette approche-là, c'est que quand on souhaite faire évoluer et quand on souhaite avoir des tâches qui sont transversales, c'est très pénible parce qu'on doit d'abord faire la mise à jour sur le design system, publier cette mise à jour et c'est qu'une fois que cette mise à jour est publiée et mergée que l'on peut l'utiliser dans notre produit 1 ou notre produit 2. Donc une solution qui est un petit peu plus simple, c'est d'utiliser le principe des monorepos. On va avoir un dépôt Git qui va contenir l'ensemble des projets. L'avantage, c'est que si on a des tâches transversales, on va pouvoir modifier les choses de différents projets. Mais on veut quand même garder le côté autonome de chacun des projets. Chaque projet gère ses dépendances lui-même et ensuite on veut pouvoir importer les choses. Et c'est là que le principe des monorepos et le principe des workspaces intervient. Alors pour simuler les choses, on va s'imaginer ici un nouveau projet. Donc dans ce projet, on va avoir une application Next qui va servir de front. On va avoir une API qui va nous servir à récupérer des données et on va avoir un design system que l'on voudra partager. Et après, on mettra aussi en place un storybook. Donc on va faire ça en utilisant la structure monorepo. Donc avec PNPM, la première chose que l'on doit faire, c'est créer un fichier PNPM workspace.yaml qui va contenir le chemin vers nos différents workspaces. Donc je vais aller créer ce fichier-là. Donc on va l'appeler pnpm-workspace.yaml. À l'intérieur de ce fichier, on va avoir une clé packages et à l'intérieur, on va définir les dossiers qui contiendront nos différents packages. Donc moi, je m'imagine séparer ça en plusieurs dossiers. On aura un dossier libs, ça sera pour les librairies qui seront partagées. On aura ensuite un dossier apps qui sera pour toutes nos applications, dont typiquement nos front next, et notre application qui servira d'API, et tools, donc ça va plutôt être pour les outillages, typiquement les tests end-to-end ou le storybook. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant créer vos dossiers. Donc moi je vais aller créer un dossier apps, un dossier libs et un dossier tools. On pourrait avoir tous les projets à la racine, mais j'aime bien organiser comme ça pour mieux séparer les choses et mieux comprendre à quoi servent chacune de nos librairies. Donc on va commencer par créer notre design system. Donc dans notre dossier LIMS, on va créer un nouveau projet. Je pourrais choisir ici de démarrer mon projet avec des templates, genre Create React App ou n'importe quoi. Vu que c'est une librairie que j'ai l'intention de partager avec d'autres outils, je vais directement le créer à la main. Donc je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler UI comme User Interface et je vais me rendre avec mon terminal à l'intérieur. Donc je vais faire un cd libs/UI et on va faire un pnpm init-y. Je vais ensuite modifier le fichier package.json qui a été généré pour lui indiquer que le nom de mon projet ne sera pas UI mais @graphicarts/UI. Je fais ça histoire de bien morceler avec un namespace pour éviter d'avoir des conflits avec des packages qui seraient déjà disponibles au niveau d'NPM. Je vais ensuite rajouter les dépendances dont j'ai besoin. Donc on va rajouter une dev dependencies. Donc je vais utiliser moi ici ESBuild. Donc on va utiliser la dernière version, la 0.13.11. Et je vais lui dire que je ne veux pas forcément bloquer à cette version. Les versions supérieures me conviennent aussi. Et on va préciser qu'on aura une dépendance qui sera React, parce qu'on veut concevoir notre design system avec React. Vu qu'ensuite ce design system sera utilisé par d'autres librairies, on va préciser ici que c'est une peer dependencies. On va dire React et on dépend de la version, la dernière, la 17.0.2. On fera aussi un petit peu de CSS avec du CSS in JS, donc je vais rajouter des dépendances, mais là je rajoute toutes les dépendances dont j'ai besoin et qui sont uniquement spécifiques à mon design system. Donc je vais rajouter Emotion CSS dans sa version 11.5. Je vais ensuite rajouter les scripts qui vont permettre de build et de développer. Donc là, c'est simplement une commande ESBuild qui va compiler les choses et je vais créer les fichiers sources. Donc je vais aller dans mon dossier src et aller créer un fichier index.js qui sera le fichier Carrefour qui nous servira à exporter les choses et on aura notre premier élément de notre design system qui sera du JSX. Encore une fois, on ne s'intéresse pas au code source. Ce que je veux vraiment vous montrer dans cette vidéo, c'est la partie organisation. Et après, j'exporte mon button. Donc là, basiquement, ce que je suis en train de faire, c'est que je me crée une librairie, mais cette librairie, elle ne sera pas publiée. Elle sera directement disponible à ce niveau-là. Donc si je reviens à la racine de mon projet, je vais pouvoir, vu que j'utilise le système de workspace avec PNPM, lancer la commande pnpm install.
Lorsque je lance cette commande, vous voyez qu'il va automatiquement résoudre les différents projets. Donc il va voir que là, on a un workspace qui se situe dans l'Ips UI et il va lancer l'installation de ce projet-là. Il va automatiquement créer un dossier Node Module avec les différentes dépendances. Donc NPM va utiliser son système de lien en dur. On voit ici d'ailleurs qu'on n'a pas React parce que c'est une peer dependency. Et aussi, il génère un fichier lock, non pas dans le dossier lips UI, mais il va générer un fichier de lock qui est spécifique à tout le workspace. Si je veux lancer le build, je peux faire la commande pnpm run build. Si je lance juste comme ça, il va me dire non, ça ne marche pas, parce que je n'ai pas de fichier package.json à la racine. Par contre, ce que je peux lui dire, c'est de lui demander de lancer les builds de manière récursive. Et dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'ensemble de nos workspaces, donc ici pour l'instant on n'en a qu'un, et il va lancer la commande build. Et on voit que là, j'ai mon index.js et mon button.js. Donc la dernière modif que je vais faire dans mon package.json, c'est indiquer que notre main ici se situe à ce niveau-là. Donc maintenant, à partir de là, je pourrais créer autant de composants. Finalement, ce dossier UI va contenir un projet qui va fonctionner de manière assez autonome et on pourra définir le code que l'on souhaite. Donc à côté, je veux créer maintenant une application Next. Je vais donc me rendre dans le dossier apps parce que ça va être vraiment une application et je vais faire un coup de pnpm create next-app. On va partir vraiment sur la configuration de base, front. Bon, il va installer les différentes dépendances. Le petit inconvénient, c'est qu'il le fait avec yarn, ce qui est un petit peu pénible. Donc on va le laisser faire et après on supprimera le fichier yarn.lock et on utilisera plutôt pnpm pour installer les dépendances. Donc au niveau de mon dossier apps, j'ai maintenant ce nouveau dossier front. Donc je vais supprimer ça, voilà, supprimer le dossier node module et le fichier yarn.lock parce que nous on veut utiliser pnpm pour l'installation. Donc je reviens à la racine et je fais un pnpm install, ce qui va lui permettre d'installer les différentes dépendances. Donc normalement avec pnpm ça va être un petit peu plus rapide. Une fois que c'est fait, dans le fichier package.json de next, on voit qu'on a les commandes dev et build. Donc ce que je peux faire, c'est lui demander de lancer la commande dev. Et je le fais globalement en faisant un npm run dev et on peut rajouter -r. Alors le problème dans le cadre de Next, mais ça va aussi être le problème avec Adonis, quand on va lancer en mode dev, il va laisser la commande ouverte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de tout lancer en parallèle, ça sera plus simple. Donc là, il va lancer la commande dev qui va lancer esbuild en mode watch et il va aussi lancer notre serveur Next sur le port 3000. Si je me rends au niveau de mon navigateur sur localhost 2.3000, on va bien voir notre application Next qui fonctionne. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ça serait d'utiliser notre composant bouton. Là, pas de problème, on peut simplement aller dans notre dossier front, modifier le fichier package.json et dans nos dépendances, on peut lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien avoir la dépendance @graphicart/UI et je vais lui dire d'utiliser dans les workspaces, donc là il n'y a pas d'autocomplétion malheureusement, et on va utiliser la version 1.0.0. Je refais un coup de pnpm install, donc il va comprendre que c'est une dépendance qui est dans un projet local et il va faire la liaison tout seul. Si maintenant je refais un coup de pnpm run dev, en parallèle, je vais avoir la possibilité dans mon fichier index.js de mon Next d'utiliser mon composant button que j'ai créé dans ma librairie d'interface. Donc je vais modifier la page index.js. Juste après la partie get started, hop, je vais aller rajouter mon bouton. Donc là je fais button et à l'intérieur je mets salut. Je vais remonter un petit peu et on voit qu'il a bien importé button avec ce namespace là, donc c'est impeccable. Et si je sauvegarde, mon bouton apparaît ici. Et je peux utiliser les différentes propriétés de ce bouton. Donc un type, par exemple, outline. Et hop, ça fonctionnera convenablement. Si une autre équipe a envie de travailler sur un front, il peut le faire. Il peut créer un nouveau fichier qui va se situer dans apps. Il crée son application Next. Et il peut aussi utiliser ce système-là. Maintenant, on s'imagine qu'on a envie de créer un storybook pour expliquer aux gens comment fonctionnent les choses. Le storybook, on pourrait le créer directement dans la partie lips. Mais on pourrait se dire aussi, peut-être si on a plusieurs librairies de composants, on veut créer un storybook qui montre un peu toutes ces librairies-là. Donc on va plutôt séparer les choses et créer un storybook dans la partie Tools. Donc dans la partie Tools, je vais aller créer un nouveau dossier. Donc là, malheureusement, on ne peut pas initialiser Storybook, il faut déjà avoir un projet. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Storybook. Hop, à l'intérieur, on va faire un coup de pnpm init. Donc je vais me rendre dans ce dossier-là. Hop, on fait un pnpm init. Le projet, je vais le modifier parce que le nom, je pense qu'il a mis Storybook ici. Donc, on va mettre @graphicart/storybook, même si ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là. Je vais importer à l'intérieur React. Donc, je vais faire ça pour qu'il comprenne que c'est un projet React parce que Storybook a l'habitude d'analyser le fichier
package.json pour savoir quel type de projet il a sous les yeux. Donc je peux revenir à la racine et faire un coup de pnpm install, histoire d'installer React aussi pour ce projet-là. Au niveau du dossier de mon storybook, je vais aller lancer la commande npx sb init, ce qui va permettre d'initialiser storybook. Oui, je veux procéder à l'installation. Alors là, l'inconvénient, c'est encore une fois que ça utilise npm, mais bon, c'est pas bien grave. Tant que le fichier package.json est créé, lui, il s'y retrouvera. Il faudra relancer un pnpm install, histoire qu'il mette à jour le pnpm-lock YAML à la racine. Et soyez un petit peu patient parce que pour le coup, Storybook met toujours des plombes à s'installer. Il détecte le type de projet, on voit qu'il a détecté qu'il y avait React, c'est pour ça qu'on met ce fichier React en dépendance. Et il va continuer l'installation pour ajouter les dépendances liées au fonctionnement de React. Une fois que c'est installé, il nous précise qu'on peut faire un coup de npm run storybook, alors nous on ne va pas le faire, et il a créé des stories par défaut qu'on va toutes supprimer. On va créer notre propre story qui va être une story qui correspond à notre button. Donc on va faire un button.stories.jsx et à l'intérieur, j'ai tout simplement créé l'import du bouton depuis notre librairie de composants et après je crée le template pour expliquer les différentes stories. Je vais supprimer le fichier package-log.json et je vais demander à pnpm de réinstaller les dépendances au niveau global. Donc on refait un coup de pnpm install à la racine. Il va résoudre les différentes dépendances, les installer, mettre à jour les choses. On va relancer la commande pnpm run dev, comme ça on s'imagine qu'on est en train de travailler sur la librairie de composants ou sur le front. Et si on veut lancer le storybook, on peut faire un pnpm run storybook. Donc vu qu'il n'y a qu'un seul dépôt qui aura cette recette, on peut mettre juste ici un récursive, il ne va le lancer que sur ce workspace storybook. Et il ne va pas être content parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas effectivement cette dépendance-là. Alors on peut la rajouter comme on l'a fait tout à l'heure manuellement dans le package.json, mais vous pouvez directement, si vous êtes dans votre dossier de storybook, juste faire une install. Si vous faites un pnpm add et que vous lui demandez de rajouter @graphicart/ui, il va comprendre que c'est une dépendance locale de votre projet et lorsqu'il va rajouter la dépendance dans le fichier package.json, il va automatiquement mettre la partie workspace. Donc vous pouvez le faire de cette manière-là, ça va marcher aussi bien. Moi, en général, j'aime bien modifier directement le package.json parce que ça m'évite de me faire un petit CD et de devoir aller dans le bon dossier. Si je relance la commande en récursive, hop, il va relancer le bundling. Alors Storybook, c'est toujours un petit peu lent, hein, c'est l'inconvénient. Et il va lancer notre projet. Et on voit bien qu'à ce niveau-là, on a bien notre bouton qui s'affiche et on a notre Storybook qui est fonctionnel. L'avantage, c'est qu'on n'a pas pollué la partie lib qui va contenir vraiment le code de nos composants et rien de plus. Et c'est le Storybook ensuite qui va venir extirper les informations. Donc ça peut être une manière de décomposer les choses. Moi, j'ai principalement utilisé cet exemple pour vous montrer que finalement, on a deux projets, donc à la fois Front et Storybook, qui viennent récupérer des informations depuis un troisième dépôt. Et c'est comme ça que fonctionne en fait le système de monorepo. Si on pousse les choses encore un petit peu plus loin, on peut s'imaginer avoir une troisième application qui serait un back-end permettant de générer une API pour la partie Next. Donc à ce niveau-là, on va utiliser Adonis. Donc on prend cette commande, sauf que notre projet, on va l'appeler API tout simplement. Donc on va se rendre dans le dossier apps, on va lancer cette commande-là et on va appeler notre fichier API. Donc ça va lancer l'installation d'Adonis en mode TypeScript. Voilà, et on va choisir juste le mode API. Notre projet, on va l'appeler API, de toute façon on va le renommer après. On ne veut pas de slint ni rien, mais on pourrait mettre ce que l'on veut, encore une fois. Chaque équipe va gérer son projet de manière complètement autonome. On voit qu'il nous donne ici la commande à exécuter, mais dans le fichier package.json, qui se situe là, alors on a encore une fois ce fameux package-log qui ne nous servira à rien. Là, on a les commandes dev, build et start. Ça, c'est aussi un avantage, c'est que finalement, c'est assez uniformisé aujourd'hui dans l'écosystème JavaScript. On a toujours dev et build en général. Donc, on peut, avec le PNPM en parallèle, lancer le dev de tous les serveurs à la fois. Donc là, dans le package.json, moi, je vais juste rajouter un parseur RSS, par exemple, pour vous montrer un petit exemple de code. Donc pareil, hein, si vous avez besoin d'installer les dépendances, chaque projet fonctionne de manière complètement autonome. Donc vous allez dans le dossier de votre projet, vous pouvez faire des commandes PNPM et ça installera les choses que pour le projet en cours. Donc typiquement, si j'ai besoin d'un parseur RSS, je peux faire PNPM add RSS-parseur et hop, il va l'ajouter pour ce projet-là et ensuite il va le remonter au niveau du package-lock.yaml. Comme ça, quand on fait un PNPM install global, il sait se débrouiller. Donc je vais aller créer rapidement un contrôleur. Donc on va aller créer un dossier controllers
Dedans, on va créer un dossier HTTP. Et là, on passe en TypeScript, donc ça sera postcontroller.ts. Donc c'est juste une API, donc c'est pas bien compliqué. J'importe la config, j'importe le parseur, et ensuite je vais aller récupérer un flux RSS, parser les informations et renvoyer un petit JSON. Dans le fichier de config, je vais juste créer le fichier qui me servira à connaître l'URL du flux RSS. Et si maintenant je reviens à la racine, hop, et que je lui demande de refaire un pnpm run dev en parallèle, hop, il va lancer aussi la partie API qui se lance, elle, sur le port 3333. Donc si je fais localhost de point 3333, j'ai bien mon API. Et si j'essaie d'accéder aux différents articles, ici, il me dit qu'il n'y arrive pas à obtenir les résultats parce que j'ai oublié la route qui correspond, c'est tout à fait normal. Donc là, ça serait poum poum poum, ça. Donc là, ça me permet de récupérer automatiquement les différents articles. J'ai envie de câbler mon Next à cette API. Les deux tournent toujours en parallèle, donc ça c'est très très bien. Il me suffit dans mon front de venir modifier les variables d'environnement. Donc on va créer un .env.local. Je vais lui indiquer à l'intérieur que le endpoint d'API, ça sera ça, donc ça c'est pendant l'environnement de dev. Et je vais modifier la page qui me sert d'accueil pour récupérer les différents articles et les afficher. Donc je supprime toute cette partie-là, poum poum poum. Et au niveau des props, je vais récupérer l'ensemble de mes articles et après je retournerai une div qui est la classe container et je boucle sur mes articles pour les récupérer. Vu que c'est un serveur qui va tourner avec Node.js, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de faire un get server side props, de faire un appel à mon endpoint d'API, récupérer le JSON et envoyer ça comme propriété à mon composant. Je vide les choses qui ne servent à rien, je vais relancer un coup de pnpm run dev, histoire qu'il prenne en compte la modification du .env. On voit que notre API Adonis continue à fonctionner, notre storybook, on l'avait arrêté, donc lui il a arrêté de fonctionner, et notre next qui fonctionnait sur le port 3000, il m'affiche bien les résultats. Et on a aussi les composants qui se situent dans la librairie de composants. Vu que tout est lancé en parallèle et on a un --watch, si je fais une modification au niveau de ma librairie de composants, ça se répercute automatiquement sur cette chose-là. Si je décidais en parallèle de lancer le storybook, donc pnpm run storybook, donc encore une fois, je n'ai pas besoin du parallèle ici, juste un -r suffit. On va le laisser tourner. Je vais aussi avoir mon storybook qui va fonctionner. Il va s'ouvrir par défaut avec Firefox, voilà, ça va être l'enfer. On a bien notre truc qui fonctionne sur le port 6006. Et pareil, on a notre modification du composant qui va être faite à la volée. Donc si je viens modifier notre button, on retire ce AZ2 qu'on avait mis initialement, et ça marche à la fois pour Storybook et pour notre appli Next. Et là, on a déjà mis en place une structure de monorepo. Donc chaque équipe peut travailler de manière autonome sans forcément affecter l'autre équipe. Si par exemple on a une équipe qui travaille sur l'API, elle va essentiellement travailler sur ce système-là. Mais ce qu'elle peut faire, c'est par exemple, si elle travaille en TypeScript, définir les types des retours dans des fichiers de type que nous, on pourrait importer. Donc on pourrait tout à fait s'imaginer ici que ce projet s'appelle graphicarts/API, et du coup, depuis mon fichier front, hop, je pourrais importer n'importe quoi qui proviendrait de là et aller importer les fichiers de type. Ou eux pourraient choisir de créer un dossier séparé. Donc moi, j'aurais plutôt tendance effectivement à mettre ça dans l'Ips. En général, je préfère que les applications soient complètement isolées. Donc API ne communique pas avec Front, mais si on a besoin de partager des choses, on va plutôt créer un nouveau truc dans l'Ips. Et là, après, on peut créer de nouveaux dossiers et de nouvelles librairies. Il faut surtout faire très attention à une chose, c'est que les dépendances qui vont être partagées doivent à tout prix être mises en peer dependencies. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui peut se passer, et c'est le cas par exemple avec Next, si j'avais mis ça en dependencies, lorsque la librairie est compilée, il va utiliser une version de React qui sera différente. Donc pour votre front, vous allez vous retrouver avec des composants qui utilisent plusieurs versions de React. Et ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez que lorsqu'il utilise la librairie de composants de React, il l'utilise avec sa propre version de React. Donc c'est pour ça que j'ai mis peer dependencies. Alors pour certaines choses c'est un petit peu moins grave, mais faites attention, surtout pour du front, parce que ça peut créer des duplications. Si par exemple on a un Emotion CSS qui est utilisé aussi dans les dépendances de Next, on se retrouve avec deux versions. Donc ça veut dire que côté front il va importer deux versions, ce qui n'est pas gênant d'un point de vue fonctionnement, ça va marcher, mais par contre en termes de poids c'est un petit peu dommage parce que vous importez deux fois un truc alors qu'une seule version suffit. Donc pensez à bien paramétrer vos peer dependencies pour que ça fonctionne.
Moi personnellement, je trouve cette approche très intéressante parce que je la trouve beaucoup plus facile à gérer que avoir une dizaine de dépôts qui doivent être mis à jour de manière complètement séparée. Et cette approche-là, monorepo, est à mon sens beaucoup plus simple à gérer. Par contre, il y a quelques petits inconvénients qu'il faut bien prendre en compte. Ce sont des inconvénients qui peuvent être contrebalancés par l'utilisation d'outils un petit peu plus avancés, mais le petit inconvénient ici, c'est que quand par exemple je fais la commande dev, il lance le dev sur absolument tout. Ce qui peut être pénible parce que parfois, par exemple, on pourrait se dire mais non, mais la librairie de composants n'a pas changé depuis la dernière fois, ça sert à rien de la rebuild à chaque fois. Donc ça peut être un petit peu problématique. Ce que vous pouvez vous faire, c'est vous faire des commandes séparées, par exemple avoir un npm run dev API, dev front pour bien isoler les choses, si jamais vous n'avez besoin que de lancer un truc parmi un autre. Sachant qu'il existe des outils un petit peu plus poussés, on a par exemple NX. Donc NX, c'est un outil qui permet de gérer le monorepo et qui va rajouter une surcouche supplémentaire pour faire en sorte de ne build que ce qui est nécessaire et de gérer convenablement le système de dépendance pour savoir qu'est-ce qu'il faut build en fonction de quoi. Donc c'est beaucoup plus poussé, mais du coup ça implique une configuration qui est un petit peu plus avancée. Ce que j'aime bien avec PNPM Workspace, c'est que finalement, vous l'avez vu, c'est relativement simple à mettre en place. Il suffit juste de créer ce fichier-là à la racine et après tout fonctionne de manière assez naturelle et chaque projet n'est pas forcément architecturé ou modifié en fonction de notre système. C'est juste des projets Next ou des projets Adonis faits classiquement. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Si ça vous intéresse, je plongerai un petit peu plus en profondeur sur l'utilisation d'autres outils comme Lerna ou NX, si vous le souhaitez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera surtout des idées d'architecture et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!